Pierre Marchot, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes le secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts à La Réunion. Alors nos auditeurs, nos téléspectateurs comprennent bien pourquoi vous êtes là. On va parler notamment, mais pas que de ça, mais notamment de la démission de Nicolas Hulot. Quel regard vous portez sur cette démission? Est-ce que c'était quelque chose qui, selon vous, était prévisible? Et est-ce que c'est une bonne chose qu'il soit parti, ou est-ce qu'il aurait mieux fait de rester? Il y a deux questions. La première, prévisible oui, prévu non. Mais on en parlait beaucoup dans les milieux écolos. Même récemment, j'étais à Strasbourg, on l'évoquait, sans savoir avec certitude s'il franchirait le pas. Donc, le deuxième élément l'élément qui est important, il y a deux choses importantes. Il y a le fait, la façon dont il a fait, ce qu'il a dit. Et puis, l'autre chose importante, c'est qu'au-delà de la personne de Nicolas Hulot, c'est à mon sens une véritable crise politique du gouvernement actuellement. C'est pas la crise de Nicolas Hulot, c'est pas la crise. Il y a la crise de l'écologie, certes, mais c'est pas ça engage la responsabilité du gouvernement, parce qu'on a rarement vu un ministre d'État, numéro 3 du gouvernement, démissionner et surtout aller dans la radio. D'une part, rappeler qu'il aime bien le chef du gouvernement, le président, donc on ne peut pas l'accuser de cracher dans la soupe. Il a dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait une récupération. Voilà, pas de récupération, il était très correct là-dessus, mais en même temps, il a balancé, si je puis dire, et notamment sur ces fameux lobbyistes qui traînent dans les cercles du pouvoir et qui ont eu un peu sa peau. On sait qu'il était très opposé, par exemple, à Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, sur des tas de sujets, le glyphosate, etc. Donc pour nous, le regard que l'on a, c'est que c'est extrêmement intéressant, d'une part, sur le plan personnel de Nicolas Hulot, parce que certains d'entre nous étaient un peu critiques par rapport à lui. Il faut lui reconnaître du courage et de l'intégrité, je crois que c'est incontestable. Et puis l'élément qui me semble très important, c'est le fait effectivement qu'un homme aussi consensuel que Nicolas Hulot, qui n'est pas dans l'écolo dogmatique, qui n'est pas dans l'affrontement, si aujourd'hui il en vient à dire je pars parce qu'il y a ceci, cela, l'opinion, elle est en train depuis 2 jours de comprendre effectivement que l'écologie est malmenée et qu'il y a un réel souci par rapport à ces fameux lobbies que l'on évoque, qui sont certes à Bruxelles aussi, mais au sein du gouvernement. On va évoquer chaque point individuellement, mais avant, est-ce que c'est pas amusant quand même que Nicolas Hulot, que tout le monde critiquait hier, le simple fait qu'il démissionne aujourd'hui, tout le monde le parle de toutes les qualités? Oui. C'est vrai que c'est une personne un individu qui a concentré beaucoup de choses. C'est vrai que il faut pas oublier que c'est une star de la télé dans les années 80, donc il a attiré la critique des écolos purs et durs, si je puis dire, entre guillemets. C'était pas un militant, c'était pas un militant, c'est pas politique, enfin, il est venu progressivement, et là on voit bien que c'est un homme qui est sincèrement écolo, quelle que soit la carrière qu'il a auparavant, quels que soient les liens qu'il avait avec TF1, etc. Alors c'est vrai, effectivement, aujourd'hui, les gens, moi-même, je reconnais que, même si j'aime bien la personne, je reconnais qu'il y a indubitablement aujourd'hui une intégrité, un courage politique, parce qu'il a fait, c'est très courageux. On l'a vu d'ailleurs lui-même, il avait le poids de l'émotion quand il parlait, il s'adressait aux journalistes. Les larmes qui étaient pas loin. C'est aussi un grand moment de télé, donc de radio et télé, puisqu'on l'a vu. Et les journalistes qui étaient en face, ils n'en revenaient pas. Voilà, Léa Salamé, vous avez vu effectivement, c'est la première fois qu'on voit des journalistes qui se prennent en politique qui leur déclarent, ministre d'État, je vais démissionner. Est-ce que c'est vraiment sérieux là? Sérieux, et puis personne n'était au courant, voilà. Donc c'est sur le plan humain, moi je trouve que c'est une belle chose qu'il a faite, et qui va restaurer son image si tant est qu'elle était atteinte. Et puis surtout, ça permet de mettre en débat ce qu'on appelle nous l'écologie politique, le fait que l'écologie, c'est pas une donnée effectivement qui est ramenable à la défense de la nature et des oiseaux. Elle affronte une réalité qui est dure, la réalité des intérêts économiques, budgétaires, financiers, idéologiques. Voilà, pour nous, c'est important effectivement que l'on puisse entrer dans le débat sur ce qu'on appelle l'écologie politique. Mais alors justement, arrêtons-nous 2 minutes sur l'écologie politique. Est-ce que sa démission, c'est pas quelque part la preuve que l'écologie est incompatible avec la politique? Lui, qui avait toutes les qualités pour y réussir, il a échoué. Avant lui, il y a eu 4 ministres, je crois, de l'écologie qui sont partis, enfin... Qui ont été virés, certains. Qui ont été virés, manu militari. Est-ce qu'on peut faire de la politique quand on est écologiste? Alors, faire la politique, oui, c'est-à-dire surtout, est-ce qu'on peut concilier la volonté politique de faire de l'écologie dans un monde où les critères n'est pas d'abord l'écologie, mais d'abord l'économie. C'est-à-dire, c'est clair que, on va dire par exemple, il faut pour construire tel projet, même quel que soit le coût environnemental, parce que ça va créer l'emploi. Et on sait que derrière, il y a des intérêts économiques, etc. Donc on pense à la mine d'or en Guyane, par exemple, qui va créer 700 emplois, et c'est le seul argument qu'on oppose au fait qu'on aille massacrer la forêt. Et moi, je me souviens qu'on a interrogé Emmanuel Macron pendant la campagne sur le nucléaire. C'est une journaliste qui lui posait la question du nucléaire sur le fond.
il a répondu sur le coût, sur l'élément budgétaire et financier, le poids, vous savez, dans l'État. Donc justement, le combat politique, je crois, c'est de faire comprendre que l'enjeu, notamment avec la crise climatique, et puis que l'on voit aujourd'hui des impacts destructeurs du climat, les modifications, aujourd'hui on commence à les sentir, les palper avec les étés chauds, etc. Eh bien, le combat politique, il doit montrer que la politique neuve, la nouvelle politique, c'est de dire, ben non, c'est pas l'économie qui doit commander, parce que si elle continue à commander, eh bien, on va mettre en danger non seulement tel endroit ou tel territoire, mais la planète tout entière, et des activités qui vont disparaître parce que on n'a pas anticipé, on va subir. Je crois que c'est ça, en fait, que la politique écologique doit faire, c'est anticiper avec cette idée que on doit savoir ce qui va se passer dans 10-15 ans, et si on n'en tient pas compte, si on fait du court-termisme, ce qu'on appelle du court-terme, effectivement, on va continuer, voilà. Donc mais c'est vrai que c'est difficile de faire de la politique où vous-même, vous êtes un écologiste et vous faites de la politique. Je fais la politique. Vous êtes élu à Sagny, vous êtes élu à la Cinor. Comment ça se passe? Est-ce que vous mettez de côté votre étiquette écologiste pour faire de la politique, ou est-ce que vous réussissez à influencer les décisions qui sont prises? Alors, pendant longtemps, moi j'étais un peu sur la position, et j'avais tort certainement, de ne pas faire de politique, ou de la faire de l'extérieur, de ne pas aller au charbon, comme on dit. Et puis en 2014, effectivement, on a fait le choix d'y aller, entre la majorité, avec Gilbert Annette, au terme d'un protocole dûment signé, pareil à la Cinor. Donc moi, quand j'ai des choses à dire, je les dis. On sait que Est-ce qu'on vous écoute? Alors, parce que Nicolas Hulot, c'est sans doute, il disait, mais pour oui, il n'était pas écouté. Alors, effectivement, pareil, j'ai évoqué ce matin l'exemple du traitement des déchets à la Cinor, où moi, je suis intervenu en conseil communautaire, j'ai dit ce que j'avais à dire, je sentais bien que j'étais tout seul, mais je ne désire pas jamais de pouvoir convaincre les gens. Donc ça, l'écolo, il doit être capable de convaincre. S'il n'arrive pas à convaincre, c'est quelque chose, il y a encore un travail à faire. Moi, j'ai aussi des désaccords quelquefois avec Gilbert Annette, ça m'arrive. Certaines fois, on les règle entre nous. Et puis d'autres fois, je dis que je suis en désaccord. Bon, l'histoire du stationnement gratuit à Saint-Denis l'après-midi, je crois que c'est pas en centre-ville, c'est pas très bon. Ça ne va pas permettre de diminuer l'emprise de l'automobile, et ça n'incite pas à transformer le regard ou la conception que les commerçants des centre-ville se font de leur métier. Quand on voit comment se développent des cœurs de ville qui ont engagé des politiques de restriction de l'automobile. J'étais à Strasbourg, j'ai pas pu entrer en centre-ville avec ma voiture, donc je suis resté, heureusement, mon hôtel était à l'extérieur. Donc c'est pareil à Bordeaux, et on voit que les commerçants finissent par comprendre qu'ils sont gagnants. Je prends un simple exemple. À Bordeaux, il y a une petite section de route qui descend qui suit le Grand Théâtre de Bordeaux, qui a lieu. Donc aujourd'hui, c'est piétonnisé, il y a un tram qui passe. Les commerçants étaient vent debout. Aujourd'hui, pour rien au monde, ils reviennent en arrière, parce qu'avant c'était une artère où il n'y avait que des voitures, et aujourd'hui donc il y a des piétons, et ils ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de 20%. Et ça se décrète pas, ça s'accompagne, et la politique écologique, c'est effectivement prendre les gens, non pas en s'opposant frontalement à eux, des commerçants ou par exemple des transporteurs, mais leur faire comprendre l'intérêt aujourd'hui d'aller vers une autre façon d'occuper l'espace en ville, par exemple. Voilà. Est-ce que vous êtes arrivé à vous parfois d'imaginer de démissionner? J'ai missionné, non. Le pire que j'ai fait, c'est de me dire, bon, j'arrête, je ne me représenterai pas en 2020, parce qu'il y a des moments où, effectivement, on est lassé de certains comportements, ou de voir que, voilà, que les choses n'avancent pas, c'est compliqué. Mais ça dure pas longtemps, ça durera une soirée, le lendemain, je ne reviens pas au combat. Voilà. Je reviens juste 30 secondes sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, Nicolas Hulot, qui était victime des lobbyistes, mais lui-même était un lobbyiste, même des lobbyistes pro-écolo. Alors, est-ce qu'il y a les bons lobbyistes et les mauvais lobbyistes? Mais je pense que vous avez raison de dire effectivement que tout le monde fait du lobbying d'une certaine façon, c'est clair. Les syndicats font du lobbying. Voilà, bien sûr, on fait du. Alors, est-ce que le bon lobbying, si je puis dire, c'est celui dont on voit qu'il travaille pour un intérêt général au-delà d'un intérêt particulier? Le mauvais lobbying, c'est celui d'un industriel, mais ça peut être aussi celui d'un syndicat qui va faire du lobbying pour défendre une catégorie professionnelle, corporation, ou de corporation, au détriment de l'intérêt général. Donc voilà, le bon lobbying, c'est celui qui, au-delà du court terme dont je parlais tout à l'heure, de la défense des intérêts d'un groupe social, d'un groupe économique, est capable d'expliquer pourquoi il faut effectivement, par moment, remettre en cause... Mais vous avez quand même conscience que chacun a le sentiment qu'il agit dans l'intérêt général. Hein. Bien sûr. Oui, si vous demandez à un syndicat, il va vous expliquer que... Le syndicat va toujours dire je fais grève pour l'intérêt général. Voilà. Il ne va pas dire c'est pour ma pomme. C'est évident aussi. On va élargir un tout petit peu parce qu'on a commencé à évoquer la politique.
vous êtes élu à la CINOR. Oui. Alors, on a dit la CINOR, c'est notamment les déchets, mais c'est aussi le transport. Tout à fait. La région va initier un train léger, un tramway, on ne sait pas trop comment l'appeler, en tous les cas, il ne faut surtout pas l'appeler tram-train, ça c'est sûr. Oui. Bon, déjà, il est quand même très différent du projet tram-train qu'il y avait, déjà par le tracé, par le fait qu'il soit financé aujourd'hui, et qui va voir le jour très rapidement. Quel regard, vous, en tant qu'écologiste, vous portez sur cette initiative? Alors, moi je suis favorable à l'initiative, ce qu'ils appellent le RRTG, le réseau régional de transport guidé, qui au départ va être mis en rail, qui sera finalement un ferroviaire léger, pour des raisons de coût et de facilité de passage, notamment si il faut prendre ensuite la route du littoral. Bon, il y a l'ensemble de données, voilà. Donc, moi je suis entièrement favorable, dans la mesure où il va évidemment se connecter aux autres modes que l'on va développer à Saint-Denis. Voilà, ce que je regrette, c'est le temps perdu, mais c'est vrai aussi que le tram-train de feu Paul Vergès, qui était visionnaire de ça, il souffrait peut-être il a peut-être mal vendu à l'opinion, et peut-être qu'il aurait dû être décomposé. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui quels sont les points noirs où il faut construire du ferroviaire. C'est pas nécessaire d'en faire partout du ferroviaire, par exemple, on le sait maintenant, mais je suis absolument favorable. Pour l'instant, il n'y a pas d'alternative à l'automobile. Quand on se déplace, soit on prend le bus, on attend très longtemps, on prend le vélo, on prend un accident, puis on n'ira pas très loin. Donc, pour l'instant, c'est l'automobile. Donc, développer de nouveaux modes, du ferroviaire, du téléphérique, ou d'autres modes auxquels je ne pense pas actuellement, c'est nécessaire. Sans parler du covoiturage, donc c'est absolument nécessaire. Mais il faut un mode de transport central, axial, qui sera un peu l'épine dorsale des développements entre les territoires, donc CIRES, CINOR, TCO, par exemple. Ça ne peut être que du ferroviaire. Et puis, on peut réfléchir aussi après un tramway. Je crois que le TCO en lance un, sinon on réfléchit à l'intérieur de la ville, parce que un axe de transport, il passerait sur le boulevard Sud, là, qui serait très bien. Il serait connecté au fameux téléphérique qui descendront des mi-pentes. Et la montagne et le Moufia. La montagne, Moufia, puis peut-être d'autres après. Et puis un tramway qui lui entre dans le centre-ville. Donc une interconnexion entre trois modes de déplacement, en sachant qu'on peut peut-être mutualiser entre le tramway léger et un tramway, le train léger et un tramway dans la ville. Donc voilà, ce sont les solutions d'avenir, les seules, mais donc qui vont mettre un certain temps, parce que d'une part, ça se construit pas comme ça rapidement. Il faut des financements qui sont très importants. Là, c'est assez rapide. Moi, ce qui m'a étonné. Oui, voilà. Moi, ce que m'a dit Mme Coppel, qui est une amie, même si elle n'est pas du même bord politique, on a discuté de ça. Et donc, les dates qu'elle me donne sont des dates effectivement rapides. Moi, je lui dis... 2021. Voilà, je lui dis, tant mieux si vous pouvez aller vite. Tant mieux, je ne vais pas, moi, m'opposer pour des raisons politiciennes ou vous critiquer là-dessus. Si vous y arrivez, tant mieux, c'est parfait. Plus ça ira vite. Après, bon... Le téléphérique, c'est à quelle date? Alors, le premier, donc, on espère toujours l'inaugurer décembre 2019 ou au pire janvier 2020. Voilà. Donc il sera fini avant le train léger. Normalement, voilà, avant le train léger, voilà. En sachant que un chantier de téléphérique, c'est pas très long. Le plus long, c'est les procédures, ce qui est en cours actuellement. Vous avez résolu votre problème avec le lycée que vous deviez survoler? Alors j'ai vu le chef de projet ce matin qui me dit effectivement qu'ils ont été reçus à nouveau et que apparemment ça s'aplanit. Les arguments opposés l'an dernier qui étaient tombés un peu bizarrement du ciel, si j'ose dire, pour un téléphérique. Aujourd'hui, ça semble aplani et donc je pense que, d'après les éléments que j'ai, moi je suis rentré il y a 3 jours de la journée d'été, mais ce qu'on m'a dit c'est que progressivement ça s'aplanit. Donc ça ouvre des perspectives pour aller effectivement tenir le timing que voulait Gérald de Maillot pour fin 2019. Incinérateur, pas incinérateur? Alors, incinérateur, c'est un sujet que je connais bien, c'est 20 ans que je traite ça. C'est l'un des gros échecs de Nassim Haddad au département, parce qu'auparavant, c'est le département qui avait la compétence. Qui n'a rien fait, il faut dire, pendant des années, il n'y a rien qui... Moi, je me souviens très bien, j'avais fait une conférence de presse en 2001, je me souviens, et c'était Ibrahim Nadar à l'époque qui portait le projet, qui disait dans 2 ans, on a un incinérateur. Je lui disais non, il n'y aura pas d'incinérateur parce que pour telle et telle raison. Donc le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment avancé. Donc la région a récupéré le plan déchets aujourd'hui. Elle devrait sortir son plan dans l'année. Pour l'instant, les acteurs, ce sont les intercos, donc la Civis en Sud, la CINOR, qui ont créé chacune un syndicat des déchets. Moi, l'interrogation que j'ai, c'est pour ça, d'une part, j'ai dit à Gérald Maillot très clairement à la CINOR qu'un incinérateur, pour des raisons que j'ai toutefois évoquées, et pas simplement en termes de santé, mais en termes de fonctionnement
présente un frein au développement du tri, parce qu'effectivement, il faut l'alimenter en permanence. Et d'autre part, la question que je me pose pour l'accident, mais ça je l'ai dit en conseil communautaire, c'est la fameuse fabrication la production d'énergie, la fabrication de ces combustibles, combustibles de récupération que doivent produire ces usines. La question vitale, c'est est-ce qu'on va arriver à les vendre? C'est-à-dire l'opérateur qui produit l'électricité, est-ce qu'il va racheter cela? Parce qu'il ne faudrait pas se retrouver avec des éléments que l'on fabrique. Voilà. Donc voilà, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait assurées. Moi, je ne suis pas un dogmatique opposé à toute forme de traitement de déchets. Je veux d'une part qu'il soit pas dans toute incinération, qui s'il peut contribuer à la production d'énergie, tant mieux. Mais il y a des éléments à surveiller, et notamment j'avais rencontré les gens qui sont responsables de ce projet pour l'accident, l'industriel dont ici le nom m'échappe, en lui rappelant, mais il le savait lui, qu'en métropole, l'an dernier, plusieurs projets de tri mécanobiologique, puisque même si on n'utilise pas le terme, c'est un peu ça, ont été shootés par des préfets parce qu'ils ne rentrent pas dans le nouveau processus ouvert par la loi de transition énergétique. Donc j'ai dit attention, même si c'est pas parce qu'on enlève le mot tri mécanobiologique qu'on est dans les clous. Donc il y a des éléments encore, voilà. Mais moi, c'est pour ça que par rapport à ce que je dis tout à l'heure, moi je dis clairement mes positions. Il y en a d'autres, je dirais pas au conflit sur des choses qui sont pas très importantes, mais certaines choses centrales, les déchets, le transport, le stationnement en centre-ville, bon, c'est un peu anecdotique, mais alors moi, c'est un mauvais signal, donc ce sont des choses sur lesquelles je m'exprime. Didier Robert, à la région, a changé radicalement d'avis sur le traitement des déchets. Tout à fait, oui. Aujourd'hui, il est plus écologiste que les écologistes. Il est au moins, il essaie de l'être autant que nous. Ce qui est amusant, c'est que il y a 2 ans exactement, enfin 1 an et demi, nous étions avec les camarades de Zéro Déchet devant les grilles de la région à manifester pour le zéro déchet. À l'époque, il était plutôt favorable à l'incinérateur. Et en janvier dernier, on voit effectivement qu'il fait une annonce qui est spectaculaire. Je pense, je connais pas de président d'une grosse collectivité qui dit, nous, on ne veut pas d'incinérateur, on va se lancer dans le zéro déchet. Alors, ce que je souhaitais toujours, c'est que ce soit pas une façon de se démarquer de Michel Fontaine qui lui porte un projet d'incinération. Et surtout, il faut que cet objectif de zéro déchet apparaisse dans le livre, le plan déchets que va publier la région. Et surtout, comment on le fait, quels moyens on y met, quelles étapes. Parce que c'est un objectif louable. On sait que San Francisco, qui est une ville de 800 000 habitants, ils sont lancés là-dedans il y a 20 ans. Ils arrivent aujourd'hui à éviter l'incinération. Il s'agissait d'inviter l'incinération, non pas pour des... Il y a de plus en plus de villes aujourd'hui voilà. qui parce que c'est intéressant, à San Francisco, c'est pas pour des raisons écolo ou de santé, c'est parce que ça coûte trop cher l'incinérateur. Donc c'est pour des raisons pragmatiques. Et du coup, effectivement, ils arrivent à recycler entre un peu plus de 75% des déchets. Mais ça a été par étapes. Et en plus, ça crée des emplois. Et ça crée beaucoup d'emplois, effectivement. Voilà. Donc c'est une solution qui, pour nous, est intéressante, même si il faut expliquer aux gens, parce que c'est vrai que un citoyen lambda, il se dit, je vide ma poubelle, elle est brûlée, il n'y a plus rien. Non, il n'y a pas plus rien, il y a plein de choses qui restent, et ça ne permet pas de créer des emplois, etc. On parle des déchets, ça me fait penser aux déchets qu'on voit sur le bord des routes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre le Réunionnais plus propre? Est-ce que la seule solution, ce serait de verbaliser, et pourquoi ne le fait-on pas? Je pense qu'il faut venir dans les grandes villes métropolitaines, très bien le verbaliser. Il y a un moment de prévention, d'information. À Singapour, en Suisse, ils sont arrivés que comme voilà, ça. Vous connaissez Singapour, mais voilà, c'est parfait, effectivement. Donc il faut arriver à verbaliser, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On fouille une poubelle qu'on trouve dans la rue, on relève l'identité du type, et puis on le sanctionne. Il y a toujours une lettre qui traîne quelque part. Ah, bien sûr, un colis adressé à telle adresse, etc. Et ça marche, parce qu'effectivement, là, vous faites attention. Qu'est-ce qu'on attend? On va en parler au président de collectivité, à Gérald Maillot, pourquoi pas, bien sûr, tout à fait. Je pense qu'il ne serait pas contre, bien sûr. Ouais. Et puis au maire, non, c'est un pouvoir municipal plutôt, non? Oui, au maire, dans les villes, tout à fait, oui. Mais en fait, je pense qu'il y aurait un accord entre les deux. La NRL, vous étiez contre? Alors, elle se fait? Alors, elle est quasiment là? Oui. Alors maintenant, quelle est votre position maintenant? Moi, je suis toujours contre, je vais me renier. Maintenant, c'est vrai, il y a un principe de réalité. Les viaducs sortent de l'eau, si je puis dire. On ne va pas les dynamiter si on change de majorité, c'est évident. Il faut pas raisonner par l'absurde. Surtout donc, maintenant, on parle de mettre un train au milieu. Voilà, donc en plus, elle va se faire, en tout cas sur la partie viaduc, mais elle ne sera pas dans les temps annoncés, vu ce qu'il reste à faire. Une fois que les viaducs sont construits, il faut quand même mettre en place une route, etc. Donc, on serait plutôt sur 2021, mais peu importe. Après tout, mais il y a plein de problèmes à régler. Le problème d'abord, la grande chaloupe, la possession, et quoi que dise le président de région,
Je vois pas comment, pour l'instant, il va régler le problème de l'approvisionnement, en tout cas dans les temps. Vanessa Mironville, une écologiste, a donné un sacré coup de main quand même. Elle lui a donné un coup de main, il a des moyens néanmoins de pouvoir trouver des carrières de roche massive. Je dirais pas du mal de Vanessa. J'ai essayé, mais... Oui, c'est bien. Non, mais on essaie souvent de me faire dire du mal d'elle. En plus, j'aime bien Vanessa, même si effectivement je suis pas d'accord avec elle. Sur ce point-là, mais enfin bon, je suis pas maître de la possession, peut-être qu'elle a des raisons que j'ignore. Mais néanmoins, je suis ami avec les gens qui défendent le site des Lataniers pour éviter la catastrophe d'une carrière, parce qu'effectivement, là, nous sommes quasiment en centre-ville. Voilà, mais néanmoins, ça n'exonère pas la réflexion que l'on peut avoir. Moi, j'admets pas que des riverains disent « je veux pas de carrière à côté de chez moi, mettez-la ailleurs ». C'est pas une solution au problème. Donc, il y aurait peut-être des solutions. Est-ce qu'on n'a pas tendance à oublier un petit peu l'intérêt général? Voilà, bien sûr. J'ai grandi, je suis quasiment né dans une maison qui était située là où il y a l'entrée de la route du littoral aujourd'hui, sur la mer, à la possession. Ouais. Un jour, on est arrivé, on nous a exproprié, on nous a expliqué qu'il fallait faire une 4 voies. On a fait tous les recours possibles, c'est normal, on a essayé, on n'a pas réussi, on s'est plié, parce que, je veux dire, c'est pas notre intérêt à nous particulier qui doit passer avant l'intérêt de 800 000 Réunionnais. Bien sûr, hein, tout à fait. Je suis conscient qu'il y a peut-être des gens qui vont pâtir du fait qu'ils habitent à côté d'une carrière, oui, c'est vrai, malheureusement, mais je veux dire, de toute façon, l'intérêt général avant tout. L'engrenage est là, puisque la route, en tout cas, la partie viaduc s'achève. Est-ce qu'on peut éviter de faire une digue entre la Grande Chaloupe et la Possession? Ça serait le souhait le meilleur possible, parce qu'effectivement, pas simplement à cause des carrières, parce que de toute façon, on oublie que 50% des cailloux vont à la NRL, et 50% vont à la construction de bâtiments publics, le BTP, etc. Donc de toute façon, le schéma des carrières est très clair, l'instance, comment ça s'appelle, qui traite le BRGM, disait dans son rapport que avant, en écartant la NRA, disait il faudra de toute façon ouvrir des carrières de roche massive parce qu'on épuise la ressource alluvionnaire. Donc c'est un vrai problème. Aujourd'hui, on ne peut pas mentir aux gens, dire on ne veut pas de carrière, il n'y a pas de problème. Si, il y a un problème de matériaux, pas seulement pour la route du littoral, mais pour le BTP, parce qu'on a épuisé une ressource naturelle. Elle envoie d'épuisement. Alors le problème, c'est que la NRL, ça brouille un peu des problèmes, parce que ça suscite plein de débats passionnés, les carrières encore plus passionnées, parce que ça touche à l'intérêt des riverains, ce que je comprends, moi, même si j'étais à côté d'une carrière, si je serais pas si content. j'étais voisin, moi-même, le premier, je râlerais, mais bon. Si je voyais ma maison, si j'avais acheté une maison avec la périclité, je ne serais pas content. Et en plus, il y a aussi des gesticulations politiques autour des carrières, qui fait que s'en servir pour régler des comptes politiques, j'aime pas trop ça, et je veux le dire carrément, publiquement. Je nomme Thierry Robert. Quand Thierry Robert parle des carrières, il dit en gros son discours, c'est ça que je n'aime pas du tout chez lui, c'est-à-dire la région veut ouvrir une carrière pour m'embêter à moi, Thierry Robert. Non, je pense que c'est pas comme ça qu'on va faire avancer le débat. S'il avait été un vrai écolo, pourquoi pas, qui défende effectivement la question environnementale, mais on voit bien que le débat est biaisé. Il est souvent biaisé, et la politique, c'est pas de tromper les gens, c'est de les éclairer. Mais j'aurais compris effectivement que tu vois un maire écolo, par exemple à Saint-Leu, il dit non, on veut pas de carrière de roche massive, on peut faire de la pointe, etc. Mais là, il y a un lieu, bon, pourquoi pas. Mais là, on voit très bien qu'il y a un combat, en tout cas, il y avait, puisque Thierry Robert aujourd'hui est hors jeu. Voilà, donc la politique, c'est pas, c'est là où ça devient, là où c'est complexe, sur le problème des carrières, mais aussi les conflits d'usage sur le littoral, hein, par exemple les paillotes, la crise requin, etc. Ce sont des enjeux complexes. Et la politique, ça ne sert pas à dresser les gens les uns contre les autres, à servir les intérêts politiciens, mais à éclairer, à chercher des causes multiples d'un problème qu'on a, à la fin, plus personne ne comprend parce que les passions sont tellement exacerbées, je pense aux paillotes notamment, tellement exacerbées, qu'il n'y a plus de réflexion ni d'un côté ni de l'autre. Enfin, ma conception politique, c'est éviter cet accrochage en direct entre les uns et les autres. On a évoqué les paillotes, là aussi en 2 mots. Vous étiez naturellement contre, oui. Mais on vous a trouvé très discret, notamment, et on en revient aux écolos qui font de la politique. Les élus écolos à la mairie de Saint-Paul à l'époque de Gadbello ont été très 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 discrets sur ce dossier. Alors, la position politique qui était correcte, c'est de faire reculer les restaurants. Il fallait les faire reculer. Qu'est-ce qui s'est passé? Gadbello a perdu les élections. Après, bon, je ne suis pas élu à Saint-Paul, mais il y avait un projet dans les tiroirs de plan de recul. Après, pour des raisons XY. C'était porté par la Seine-Tamarone. Voilà, il n'a pas été mis en œuvre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement on n'a pas fait reculer, et là, c'est la responsabilité du maire actuel de Saint-Paul, mais la bobine, notamment, s'est avancée sur les mains de manière outrageuse, scandaleuse. Le maire a laissé faire, ou je sais peu importe, les autorités publiques
on laissait faire. Et je comprends la colère des gens quand on voit comment ça se passe devant la Bobine ou devant l'autre restaurant qui est à côté, son nom m'échappe, celui qui s'avance sur la mer. Donc et donc aujourd'hui on en est dans une crispation qui prend en plus quelquefois des connotations un peu gênantes avec les affronts, enfin, les râlés poussés qu'il y a eu autour de la Bobine. Et avec les relents racistes derrière. Voilà, certains relents, voilà. Même si je pense que c'est plus une colère. Enfin, moi, j'analyse ça. Je m'interroge toujours. Il y a un peu de politique derrière. Ouais. Pourquoi il y a la politique? Mais pourquoi il y a de la colère? Et il y a beaucoup de colère. Et s'il y a beaucoup de colère, c'est parce qu'effectivement, des gens découvrent tardivement certaines choses, mais ils la voient à travers un prisme où ils ne voient qu'un ennemi, hein, le propriétaire de la Bobine ou des oreilles, puisque souvent on les évoque. Mais je crois qu'il faut ramener ça à un conflit d'usage, c'est-à-dire que ces petits restaurants qui, il y a 30 ans, vous avez connu ça, c'était vraiment des paillotes à l'époque. C'est devenu aujourd'hui, c'est devenu des entreprises de fiesta qui ont tout changé. Effectivement, la composition de la population dans l'Ouest a énormément changé. Il y a des jeunes gens qui parlaient de gentrification. Ils ont raison, effectivement. Il y a des façons d'urbaniser qui tendent à exclure la population réunionnaise traditionnelle et à faire... vu le prix des terrains aujourd'hui... Le prix des terrains, tout le spéculation. Mais le base, il n'y a plus les moyens. Voilà, donc il y a effectivement tous ces éléments qui débouchent sur des crises. Et notre objectif à nous, écologistes, c'est d'éclairer et de dire, voilà, ça ne descend pas du ciel, ça ne tombe pas comme ça. Il y a des choix politiques qui ont été faits, il y a des responsabilités qui ont été engagées. Et donc il faut réorienter l'aménagement du territoire, l'urbanisation, en tenant compte des aspirations de cette population traditionnelle qui s'en dépossédent. Quand on s'en dépossédait, et quelquefois on a d'autres choix que de plier sa colère et d'avoir peut-être des formules effectivement malheureuses, même si je ne pense pas que fondamentalement il y aura racisme. Parce que le racisme, c'est stricto sensu la considération, le fait qu'on considère l'autre comme inférieur. C'est ça le racisme. Là c'est plutôt même si il y a des insultes qui ont fusé, je pense que c'est plutôt de la colère qu'on peut comprendre. Alors là, il ne s'agit pas de la légitimer, en tout cas pas les formulations, mais il faut s'analyser pourquoi cette crise apparaît comme la crise requin, elle apparaît aujourd'hui, elle ne pouvait pas apparaître il y a 20 ou 30 ans parce que c'était pas les mêmes données. Voilà, donc c'est ça qu'on essaie de faire passer dans la population. Alors vous aurez l'occasion de le faire passer à l'occasion des prochaines élections qui vont bientôt avoir lieu. Est-ce que vous serez présent dans cette campagne? Il y aura une candidature au Écologie qui sera dévoilée vendredi. Il y aura effectivement un ou une candidate, enfin un binôme qui sera présent. Voilà. On ne s'est pas trop agité là-dessus pour l'instant, mais moi dès que j'ai vu la démission, enfin la déchéance plutôt de Thierry Robert, j'ai pensé qu'il fallait qu'on soit présent parce que on est beaucoup intervenu depuis un an sur la problématique du laberon, du prélèvement d'andins. Il y a 3 millions de tonnes d'andins qui ont été prélevées. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on arrive au bout. Même la DEAL reconnaît qu'il n'y a pas de possibilité d'aller plus loin, même si les transporteurs aimeraient bien, parce qu'il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent. C'est mal. Beaucoup d'argent, voilà. Et donc il y a des éléments sur lesquels on est, donc ça serait criminel, ou excessif que les écolos ne soient pas présents sur cette élection. Donc on sera présent. Vous serez présent à cette élection-là. Est-ce que vous serez présent sous votre nom à toutes les élections à venir, ou est-ce qu'on peut imaginer des alliances comme vous l'avez fait par exemple à Saint-Denis? Alors, nous on distingue, enfin moi je fais passer le message à mes camarades, l'élection départementale, l'élection législative, on doit y aller seul. Sous notre nom, effectivement, c'est... Maintenant sur les scrutins de liste, notamment donc les municipales, peut-être régionales, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut des moyens militants, qu'il y a une forte, comment dirais-je, emprise du maire sur sa population, et donc se lancer dans une liste autonome pour faire 3%, ça doit être pesé. Moi, je suis plutôt partisan d'entrer dans des alliances, pourvu qu'elles soient circonscrites, très clairement, avec un protocole d'accord qu'on rédige, sur qui va des points d'accord. S'il n'y a pas de point d'accord, si on n'y arrive pas, bien, soit on présente personne, soit on présente une liste, et puis on prend le risque de faire moins de 5%. Mais moi je souhaiterais que, aux prochaines municipales, au Port, à Saint-Paul, à Saint-Pierre, à Saint-Denis, à Sainte-Marie, peut-être Saint-André, on puisse avoir des candidats sur, peut-être pas forcément l'autonome, mais sur des listes, avec des gens avec qui on aura un accord électoral, parce que rien ne vaut la formation politique quand on est élu, de se confronter à la réalité. Toutes les alliances que vous avez faites avec des partis de gauche. Oui. Est-ce que l'écologie est automatiquement de gauche? Tout à l'heure, vous évoquiez le cas de Bordeaux. Juppé est à droite. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer demain une alliance entre un candidat écologiste et un autre que de gauche? Moi, je ne suis pas un dogmatique. Par exemple, en Allemagne, on sait dans certains Länder, dans certains États, les écolos ne sont pas alliés avec la gauche, sont alliés avec des démocrates chrétiens de la droite. Donc, il n'y a pas d'impossibilité. Je ne pense pas que l'écologie appartienne stricto sensu à la gauche, pas du tout, même si
quand on va au fond de l'analyse, effectivement, on voit que le capitalisme génère la crise écologique. Mais bon, les socialistes, quand ils ont été au pouvoir, ils n'ont pas été moins capitalistes que les autres. Hein. Mais comme nous faisons l'expérience de ce qu'on appelle, nous, la gauche productiviste, hein, je ne pense pas que François Hollande ait fait beaucoup pour progresser l'écologie, au contraire, il nous a fait beaucoup de mal. Donc, moi, je connais des gens, des élus de droite, ou de centre-droit, en tout cas à La Réunion, qui sont tout à fait sensibles, je pense au maire de Brapanon, Gontier. Voilà, Gontier, qui est quelqu'un que je connais, que j'apprécie, voilà, c'est pas un homme de gauche, mais je sais qu'il a une sensibilité écolo, donc il y a des... Non, je suis pas un dogmatique du tout, et je suis pas hostile, moi, après les décisions municipales sont prises par ce qu'on appelle nos groupes locaux. Mais il n'y a pas de... Dès lors qu'on est d'accord sur des points saillants d'un programme, déjà, de comment on fait, il n'y aurait pas d'opposition radicale, etc. Bien sûr. Très bien. Écoutez, on est à leur terme. Merci en tous les cas. C'est et moi puis, qui vous remercie. On se retrouvera régulièrement pour faire un point sur l'actualité. Merci.